Bonjour, l'équipe de Stratégie Carrière, qui existe déjà depuis 25 ans, vous souhaite la bienvenue pour cette activité. L'organisme, dont la mission est de favoriser le potentiel professionnel et humain pour les individus de toute diversité, en offrant un accompagnement aux personnes et aux entreprises en développement de carrière, et aussi pour toutes les étapes de la recherche d'emploi. Cette activité sert à outiller les organisations du milieu à la gestion de la diversité culturelle. Nous allons vous offrir des outils qui vont favoriser la compréhension des différents enjeux et moyens et qui concernent l'attraction des personnes immigrantes, l'accueil et leur intégration, et aussi celle des membres des communautés ethnoculturelles. Donc, merci encore à tout le monde d'avoir répondu à cette invitation du webinaire. Je veux partager ma présentation. Alors, comme vous le savez, le début de l'année est un peu très chargé en événements. Le mois passé, c'était un mois consacré à l'histoire des Noirs. Ce mois-ci, le mois de mars, c'est les mois qui commémorent les activités de la francophonie et puis la semaine contre le racisme. Donc, je crois qu'on est un peu très chargé dans la région. Et pour ce qui est de l'histoire des mois des Noirs, je me suis dit que je pourrais vous partager quelques éléments en lien avec justement l'histoire ou l'appartenance de certains travailleurs qui viennent dans notre région et qui appartiennent justement à cette minorité visible. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que le poids de l'histoire et la distance culturelle peuvent-ils constituer des freins à l'intégration des minorités visibles? Donc, je prends ici l'exemple de la communauté noire. Alors, je pourrais faire ça comme ça. Donc, comme plan que je vous propose, c'est le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs au Canada et donc au Québec aussi. Il y a une question de sémantique, bien sûr. Quand on parle des Noirs versus minorités visibles, on va voir qu'est-ce que ça implique. Les Noirs et la question identitaire. La question que je me pose, est-ce qu'il y a une identité noire? Et puis, prendre sa place, les défis de s'intégrer en tant que Noir. S'intégrer, que ce soit dans la région, que ce soit surtout particulièrement en milieu de travail. Et puis, on va voir comment œuvrer en faveur de milieux de travail plus inclusifs. Et je pense qu'on aura un peu de questions pour passer, pour justement un peu plus de temps pour passer aux questions. Alors, vous avez ce plan-là qui est disons, en 8 points. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a commencé par compléter le questionnaire d'auto-évaluation. On va essayer de le faire en 30 minutes maximum. Alors, la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous le mois de noir? Pourquoi le mois de noir? Et pourquoi surtout le mois de février? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une réponse. Ah ben, moi, je ne sais pas pourquoi c'est en février, en fait. C'est une excellente question. Ah oui. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre il y a une réponse. Et pourquoi consacrer le mois de février au mois des Noirs? Bonne question pour la date, effectivement. Bon, alors c'est vraiment tout simple. C'est vraiment tout simple parce que pourquoi d'abord, d'où ça vient l'histoire des mois des Noirs? En fait, vers la fin des années 1920 aux États-Unis, c'est parti des États-Unis, il y a le docteur Carter, c'est lui qui est l'instigateur de la semaine de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Alors pourquoi le mois de février? Le mois de février parce que uniquement c'est l'anniversaire de naissance de 2 grands abolitionnistes de l'esclavage. Donc il y a Frédéric Douglass et Abraham Lincoln.
donc 2 anciens présidents des États-Unis. C'est uniquement ça. Alors, pourquoi avoir décidé de consacrer ce mois-là pour commémorer les Noirs? Alors, au Canada, on a aussi intégré ces commémorations-là au niveau de la Chambre des communes en 1995. Mais il fallait quand même attendre quelques années plus tard, que ce soit au Canada ou au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau du Québec. D'abord, c'est pour justement souligner l'implication ou la contribution des personnes noires dans la communauté nationale. Donc, au Canada, au Québec, c'est en novembre 2006. Donc, il y a une loi qui a été votée pour justement reconnaître l'implication et la contribution des personnes noires à la société québécoise. Et puis, en février 2008, ça c'est au niveau fédéral. Au niveau fédéral, sur proposition du sénateur Donald Olivier, qui est le premier homme noir à avoir été nommé au Sénat du Canada. Et puis au niveau international, au niveau des Nations Unies, il y a eu reconnaissance de la décennie internationale des personnes de descendance africaine. Alors, on est en plein dans la décennie, ça c'est la dernière année, donc c'est de 2014 à 2024. On reconnaît particulièrement la nécessité de pouvoir non seulement promouvoir, mais aussi protéger cette communauté ethnique qui semble un peu plus mise en lumière, parfois de manière négative et parfois attaquée au niveau de la communauté internationale. Donc, ce sont des éléments que je vous fournis par rapport à la commémoration de l'histoire des Noirs au mois de février. Et puis, question de sémantique, parce que j'ai été dans un panel le mois passé au Cégep de Trois-Rivières sur l'histoire justement des mois des Noirs. Alors, on s'est interrogé sur la question de savoir est-ce que on doit continuer à parler des Noirs parce que parfois c'est péjoratif, parfois c'est abject. Est-ce qu'on doit continuer à parler des Noirs en parlant d'histoire des Noirs? On est parti même plus loin en se posant la question de savoir est-ce que le vocable nègre continue toujours à déranger? Alors ça, c'était une très bonne question et de manière générale, je crois que les panélistes ont dit qu'il n'y a pas des choses qui dérangeaient en parlant de noir ou de nègre. Parce que le mot nègre, par exemple, ça veut dire noir. Moi, je suis un noir, j'ai ma couleur de peau qui est noire, je ne peux pas me cacher. Je l'assume tel que c'est une identité que j'ai. Maintenant, le seul problème, c'est quand, surtout avec l'histoire, on le verra tantôt, l'histoire de l'esclavage, c'est quand ce mot-là est entré dans le vocabulaire des esclavagistes, des négriers, si vous voulez bien, que ça commence à avoir une connotation un peu plus négative. Alors, le mot noir, ça peut désigner plusieurs choses à la fois. D'abord, ça peut conduire à des catégories, à la catégorisation, surtout au niveau des races, quand on parle de la race noire, de la race blanche, des jaunes, et puis etc. Ça peut signifier ça, mais ça peut aussi avoir plusieurs sens au niveau culturel, notamment quand, au niveau culturel aussi, au niveau de la signification des couleurs. Quand on parle du noir, par exemple, en fait, je peux commencer par le blanc. Le blanc, quand on parle du blanc, c'est la couleur de la pureté. Le blanc, ça représente plusieurs choses, la gaieté, tout ce que vous voulez. Et puis, quand on parle de noir, le noir, ça peut représenter aussi plusieurs choses, mais parfois de manière négative. Quand on représente le noir, c'est synonyme de deuil, de tristesse. Le noir, ça peut être vu aussi quand on se réfère, par exemple,
à la question culturelle, à l'humour. On parle d'humour noir. On parle, par exemple, des idées noires. On peut parler aussi au niveau législatif, par exemple, quand on parle de travail en noir. Donc, c'est des choses qui peuvent être négatives. C'est dans le langage courant, une certaine construction culturelle. Alors, je vais un peu plus vite. Euh, ça. Alors, le problème, c'est, je pense que le problème ne se situe pas au niveau du langage, au niveau de la signification de mots. Le problème, c'est plus au niveau quand ça devient problématique, quand on commence à faire des projections. Quand on commence à faire des projections, parce que dans la société, quand on parle de couleur, ça peut être aussi une construction au niveau des codes, au niveau politique, au niveau moral. J'ai parlé au niveau même de la religion. Au niveau de la religion, quand on présente, par exemple, l'image du divin, l'image des dieux en blanc, et puis l'image du diable en noir. Alors, quand on commence à faire des projections justement sur les personnes, c'est là que ça devient problématique. Alors, notre définition des couleurs serait donc arbitraire et pourrait faire l'objet d'une projection sur les individus. Je dis que c'est là que ça peut être problématique. Alors, l'image que je peux donner, l'image emblématique, c'est celle de la boîte noire. Je sais pas, on connaît tous la boîte noire de l'avion. On parle souvent de boîte noire, mais je ne sais pas si vous savez de quelle couleur est ces boîtes noires-là. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ces boîtes noires. Elle est orange, je pense. Elle est orange, bien sûr. Effectivement, elle est orange. Pourquoi orange? Parce que pour permettre plus de visibilité en cas de catastrophe, en cas d'accident. Mais alors, j'ai entendu surtout des gens, quelques personnes, en faisant des projections sur certaines attitudes, certaines postures des personnes noires, on dit que vous agissez comme des boîtes noires. Pourquoi des boîtes noires? Parce que la boîte noire, elle a un caractère hermétique, très fermé. Pour avoir des informations dans une boîte noire, c'est pas facile. Il faut être initié. C'est pour ça que la boîte noire, même en cas de catastrophe, même en cas d'explosion, elle résiste. Alors, c'est en justement faisant des projections que ça peut être problématique. Alors, j'ai parlé de noir, j'ai parlé de la question le concept de nègre, que du point de vue des Noirs, de la communauté noire, c'est bien assumé. On assume son identité, on Yvon, j'ai assume une son question histoire. pour toi. Oui. Quand tu dis ce qui est négatif, c'est de faire des projections, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est l'intention qu'on met derrière, c'est l'image qu'on met derrière qui est problématique. Oui, c'est ça. Si tu Ok. me donnes une petite minute, je vais y revenir avec des exemples. Je vais d'abord souligner la question au niveau de la législation du Canada, parce que c'est vrai qu'on essaie, je peux pas dire, je peux dire politiquement, de manière politiquement correcte, on essaie d'éviter ce concept-là de noir. Alors, au Canada, on parle de minorité visible de manière officielle. Communauté visible, au fait, sont définies comme les personnes autres que les autochtones qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche. Mais alors, quand on va dans le détail, on décrit maintenant c'est qui ces minorités visibles. Et parmi les minorités visibles, vous avez les personnes noires, donc les personnes des races noires. Et ça ramène aussi à la question surtout des statistiques.
quand on parle de statistiques, c'est justement cette législation-là, l'objet de cette législation. On parle des statistiques, par exemple, sur les logements, sur l'accès à l'emploi, sur les discriminations. On catégorise ça comme ça. Et vous allez voir que souvent, les minorités visibles, dans les minorités visibles, on trouve qu'il y a une certaine disparité avec le groupe majoritaire qui est des races blanches. Alors là aussi, les personnes, en fait, il y a des études qui ont démontré que c'est une manière de catégoriser qui peut pousser au racisme. Alors, c'est une interrogation. Le 27 mars, j'ai un webinaire sur le racisme. Je vais essayer de démontrer que le concept de racisme a évolué dans le temps et que cette question de minorité visible, justement, peut conduire à la catégorisation parce que le racisme, c'est plus une question de couleur de peau ni des races. C'est une question, ça peut être culturel, ça peut être une question de différenciation aussi sociale. Alors, pour revenir à la question de Juliette, alors, le noir, il y a une certaine identité collective. Justement, quand on parle des Noirs, on essaie de mettre un peu toute la race dans la même catégorie identitaire. Au fait, non seulement la catégorie identitaire en parlant de peuple noir, mais en parlant aussi de l'histoire de la traite négrière et puis l'histoire du colonialisme. Alors, parler de l'identité noire, c'est parfois faire de l'amalgame, penser que tous les Noirs ont une même identité. Pourtant, il y a plusieurs identités noires. Et ces identités-là, ça fait partie de l'histoire au niveau national, au niveau des pays, au niveau même des royaumes et des empires, parce qu'à l'époque, l'Afrique était constituée des royaumes et des empires. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être une identité collective noire qui s'est créée, mais il y a plusieurs identités. Donc, tous les Noirs ne sont pas pareils au niveau identitaire, au niveau culturel. Ça, c'est un fait à souligner. Et en parlant de l'identité noire, il y a quand même un courant intellectuel qui s'appelle la négritude, qui a su mettre de l'avant cette identité noire en construction et qui se dit même que d'être fier d'appartenir à cette identité donc qui est collective. Donc, vous pouvez voir par exemple les textes de Dany Laferrière, lui qui parle, qui met en avant la fierté d'être noir. Il dit que même si ça peut avoir parfois des connotations négatives, mais je suis noir et fier de l'être. Donc, maintenant, pour revenir à la question de Juliette, en parlant de projection, il est montré qu'au niveau du groupe majoritaire, parfois, il peut y avoir des projections. J'ai parlé de la boîte noire, la projection, l'idée qu'on peut avoir de la boîte noire. Alors, ce qu'il y a, c'est que parfois, c'est de manière culturelle, vous êtes en présence des personnes noires. Vous pouvez vous rendre compte que parfois, c'est des personnes qui s'expriment difficilement. Quand on vient d'arriver dans un milieu, notamment un milieu de travail, ça s'exprime difficilement. On a l'impression d'être devant des personnes hermétiques. Alors, la projection qu'on peut se faire, on se dit, ah, c'est des personnes qui sont fermées. Parfois, on se dit, c'est des personnes qui ne comprennent pas des choses. C'est juste des projections qu'on s'est fait. Mais derrière tout ça, il y a une certaine identité, une certaine culture. Il y a un vécu historique, par exemple. Je vous donne l'exemple de moi, je viens de la République démocratique du Congo, un pays d'Afrique centrale. Pendant la colonisation a fait 10 millions de morts. Et le mode opératoire, c'était quoi? C'était que on amenait les personnes à travailler dans des champs de caoutchouc. Ceux qui ne voulaient pas aller travailler dans des champs de caoutchouc se faisaient trancher leur avant-bras, donc leurs mains. Et c'est comme ça, je me rappelle que mon grand-père me racontait l'histoire que son père s'était fait trancher des mains parce qu'il avait refusé d'aller travailler dans les champs de caoutchouc. Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous êtes dans ce pays-là,
il y a la manière d'éduquer, notamment même au niveau des écoles. Le châtiment corporel continue à être un modèle éducationnel. Donc, ça peut créer des traumatismes, tout ça. J'ai eu un cours à l'université, pour ceux qui me connaissent, j'enseigne à l'université. J'ai fait appel au groupe autochtone, le centre d'amitié autochtone, pour me partager de l'histoire des autochtones. Et on m'a parlé d'un traumatisme qui peut se répercuter sur cette génération, par exemple. Alors, quand vous avez des personnes qui arrivent comme ça, qui ont vécu dans ce système-là colonial, et même aujourd'hui dans un système politique où il n'y a pas de liberté, ni liberté d'expression, ni liberté d'opinion. Et les personnes qui se font arrêter juste pour un oui, pour un non, alors ça peut créer des traumatismes quand la personne arrive dans un milieu de travail. Et puis, cette question de hiérarchisation que vous connaissez d'ailleurs très bien, où la hiérarchisation, ça fait partie aussi de la culture. Alors, vous êtes en face des personnes parfois qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas exprimer leurs besoins, leurs, leurs sentiments, leurs émotions. Alors, c'est difficile. Et ça peut faire parfois des projections. Et ces projections-là, c'est de dire que ce sont des personnes parfois qui ne sont pas intelligentes, ce sont des personnes parfois qui ne comprennent pas des choses, ce sont des personnes qui viennent des pays où il y a la corruption, où c'est désorganisé, où il y a la misère. Parfois, c'est par manque d'intelligence, parfois c'est à cause de la barbarie. Il y a une nature barbare parce qu'il y a toujours des guerres, il y a toujours la misère, il y a toujours la violence. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire comme projection sur une identité collective qui peut justement affecter le comportement de la personne. Non seulement affecter le comportement de la personne, mais créer aussi des biais et puis conduire parfois à des stéréotypes. Donc, c'est un peu ce que les projections peuvent susciter. Et c'est démontré même en sciences, notamment en neurosciences, que les projections que l'on s'est fait sur les personnes, ça peut influencer leur manière de voir les choses et leur manière d'agir. Donc, c'est ça pour... Parfois, c'est des biais inconscients. C'est des biais inconscients quand on ne connaît pas l'histoire, l'identité des gens, comment les personnes ont vécu, et qu'on se projette justement uniquement sur ce qu'on voit en face de soi au moment même, à l'instant même. Ça peut susciter des biais inconscients, d'où l'importance justement de s'informer. J'en ai parlé l'année passée dans les webinaires, de s'informer de la culture d'origine des personnes qu'on compte embaucher dans nos entreprises. Je ne sais pas si ça répond à la question de Juliette. Oui, merci. Okay. Merci. Alors, on va avancer. Alors, les réactions, j'ai parlé des projections. Alors, les réactions, je vous laisse peut-être 2 minutes de penser à ce que ça peut susciter comme réaction. J'en ai quand même parlé, je vous ai glissé quelques réponses, mais je sais que vous pouvez en trouver d'autres. Qu'est-ce que ça peut susciter comme réaction, justement, quand on fait ce genre de projection par rapport à l'histoire, par rapport à l'identité, par rapport au vécu, parce que le parcours migratoire, ça peut être source de traumatisme, de violence. Alors tout ça, alors qu'est-ce que ça peut susciter? Qu'est-ce que ça peut avoir comme quelles sont les projections? Les projections, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur les comportements des personnes? Alors, on peut réfléchir 2 minutes et puis on se donne des réponses.
Est-ce que vous avez des réponses de ce que ça peut susciter comme réaction? Oui, Stéphanie? Moi, ce qui me vient en tête, c'est, de l'empathie, un Oui. sentiment d'injustice, mais pour d'autres personnes, ça va juste être ancré en eux. Ben, ça a toujours été comme ça, fait que je vais continuer à penser comme ça parce que c'est ça qui m'a été inculqué. Fait que des fois, on peut changer la roue, mais d'autres personnes ne vont pas changer la roue. Oui, c'est ça. C'est bien de souligner le côté empathie aussi. C'est vrai que l'accueil, quand on est dans une société, je me fais toujours dire par des personnes issues de l'immigration pour dire que le Québec, c'est une terre d'accueil, les gens sont très gentils, sont très empathiques. Ça peut justement jouer sur la psychologie de la personne. Quand on est face à des personnes qui vous accueillent, qui vous ouvrent les portes, qui vous mettent en confiance, ça peut beaucoup jouer. Et de manière contraire, si vous pensez que les gens estiment que vous n'êtes que de la main-d'œuvre qui est arrivée dans l'entreprise pour travailler, on ne s'occupe pas de, de, de vous faire mieux sentir dans l'entreprise, ça peut aussi jouer négativement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une réaction? Ben, tu sais, il y a certaines personnes aussi qui vont, penser que si les gens ont quitté un pays de violence ou ont quitté une situation de violence, vont nécessairement être violents. Donc, ils vont avoir des préjugés en vis-à-vis ces personnes-là face à leur passé, comme si, c'était ancré en eux parce qu'ils l'ont vécu, puis qu'ils allaient le répéter ici. Dans le fond, la peur qu'ils répètent ici ces comportements inacceptables-là. Donc, Mm. je sais que ça peut être dans les pensées de certaines personnes. Oui, c'est bien. Oui, Stéphanie? Pour faire du pouce, sur Louise, moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est comme dans n'importe quelle culture. Viens pas me dire que tous les Québécois sont, 1 accueillants, 2 souriants et 3 super sociables et super gentils, tu sais. Mm, Il y a des Québécois qui sont pas corrects, donc c'est mm, partout pareil, là. C'est dans n'importe quelle ville, pays, continent, donc mm. c'est Ah comme oui, ça un con, c'est partout. un con, hein, c'est universel, C'est ça. J'essayais de le dire poliment, là, mais oui, c'est exactement ça. Non, mais Il y a des cons en fait, partout. ouais, c'est ça, exact. Mais Ouais. tu sais, si je peux faire un exemple personnel, je me suis déjà fait traiter de raciste à l'école parce que j'avais traité, une fille de conne, tu sais, mais en fait, vu qu'elle était noire, elle a dit: «C'est ça, tu es raciste». Là, j'étais comme: «Non, je te trouve conne», tu sais? Donc, tu sais, elle a tout de suite pris comme une attaque, comme si j'étais raciste, alors que son comportement était inadéquat, tu sais? Mm. C'était pas une question de couleur ou de race, tu sais? C'est vrai, c'est pour ça que c'est toujours important de pouvoir tenir compte de la singularité de chaque personne, de son parcours. Parce que ce qui conduit justement parfois au biais, aux stéréotypes, c'est la généralisation. Parfois, on part dans les généralisations hâtives, ça crée des stéréotypes. Quand on dit que les Français sont des râleurs, bon, ça, c'est parti Ouais, mais comme ça, ça Non, c'est dès le vrai, OK, par ça début. exemple. confirme. Bon, voilà, c'est ça, on dit c'est vrai. Bon, Juliette, as-tu quand je parle des confirmé? Français, peut-être c'est pas tous les Ben, il y a Français. certaines journées quand j'ai faim, oui, c'est sûr que oui. Mais dis-toi qu'au moins, tu fais pas le Oh, ramadan, j'adore. tu sais, pauvre enfant. N'allez pas chercher Juliette. Bon, je sais parfois c'est des râleurs, mais c'est des gens très sympathiques. Quand vous arrivez à Paris, vous êtes perdu, la personne peut vous prendre par la main, vous guider le chemin de manière très sympathique. Bon, c'est leur manière d'être, mais c'est pas aussi toujours négatif parce que dans la manière de râler, ça fait parfois bouger les choses. Vous voyez, parfois les syndicalistes en France, ils sont toujours dans la rue, ça permet de faire avancer les choses. Donc, il faut toujours bien situer le contexte. Donc, voilà pour cette question. On va avancer, on n'a plus beaucoup de temps.
Je vais la voir. Voilà, alors, les réponses, c'était l'influence des événements historiques et dramatiques. Donc, j'ai parlé de la colonisation et l'esclavagisme sur la psychologie. Je vous ai parlé de traumatisme transgénérationnel. Ça, c'est pas faux, c'est prouvé. Donc, des gens qui peuvent encore manifester une certaine violence parfois, ça peut exister. C'est pas tout le monde, comme Louise l'a dit, ça peut encore exister. Alors, il y a aussi la perception qui peuvent être arbitraires et qui peuvent affecter le cerveau, justement au niveau des comportements. C'est dire, par exemple, que de toute façon, on pense que je suis noir, je ne suis pas intelligent, je ne comprends pas les choses, alors je me renferme, je crée une certaine carapace en moi. Donc, il peut y avoir toutes sortes de manifestations, comme vous l'avez souligné tantôt. Alors, il peut y avoir autre type de réaction au niveau notamment collectif. En faisant ce PowerPoint, je me suis rappelé notamment de la France parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup visité la France et j'ai fait beaucoup d'études sur la France, notamment sur les réactions des personnes au niveau collectif, des communautés. Vous avez par exemple des manifestations dans les banlieues entre la crise sociale peut frapper tout le monde, français de souche, pas français de souche. Mais quand vous voyez par exemple la réaction de la communauté maghrébine qui va jusqu'à se radicaliser, parfois vous avez une certaine violence, des gens qui sont plus extrovertis, qui manifestent. Et puis vous avez d'autres communautés, particulièrement par exemple la communauté noire, qui sont plus introvertis. Et ça fait partie de l'histoire de l'identité, parce que le colonialisme savait comme impact de pouvoir étouffer les gens. Vous travaillez sans salaire. Si vous dites non, on vous coupe vos mains. Vous n'avez rien à revendiquer. Donc, c'était ça. Et puis, ça peut être ancré dans l'identité, dans la psychologie des gens. Alors, toujours faire attention quand on reçoit des personnes, particulièrement d'Afrique, qui viennent, des personnes de communautés noires. Il faut toujours prendre en compte aussi l'histoire, leur vécu, leur parcours. Ça peut aider de comprendre leur comportement. Et puis, vous avez aussi dans la littérature. Alors, la littérature, ça nous aide aussi à comprendre comment réagir. Je vous ai partagé l'ouvrage de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Frantz Fanon, c'est un grand, il a multiples casquettes, à la fois anthropologue, sociologue et puis psychiatre. Lui, j'ai beaucoup aimé ses réactions face notamment à la discrimination et au racisme. Je peux dire que c'est même le précurseur des grands noms comme Martin Luther King, parce que lui, qu'est-ce qu'il disait? Quand on lui rapportait, par exemple, des faits racistes, lui, il prenait juste sa plume et écrivait. Il était dans la non-violence. Lui, c'était un intellectuel. Alors, quand je veux partager, par exemple, euh, quelques, quelques passages de son livre. Alors, dans ce livre, il dit, par exemple, dans le monde où je m'achemine, je me crée indéterminablement. Alors, lui, il dit, par exemple, ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres. Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit, c'est lui d'exiger de l'autre un comportement humain. Donc, vous voyez, il dit beaucoup de choses qui... Il dit, par exemple, je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Alors, donc, c'est ça, dans le monde où je m'achemine, je me crée un déterminant, ça, je vous l'ai dit. Alors, la philosophie générale de Frantz Fanon, c'est de dire que je ne dois pas toujours m'accrocher à l'histoire. C'est vrai que la communauté noire a une histoire parfois dramatique, mais je ne dois pas toujours m'accrocher à l'histoire.
Je dois m'accrocher, surtout, je dois penser à la société où je vis, la société qui m'accueille, la société qui m'offre ce permis de travail, ce permis d'études, la société où je dois finalement fonder mon avenir. Et ça, il y a plusieurs choses aussi à faire. Il ne suffit pas seulement de le vouloir, de le souhaiter. Alors, dans la société, il y a d'abord, François nous dit qu'il ne faut pas se mettre des barrières. Il ne faut pas se mettre de barrières psychologiques. Parce qu'il y a des Noirs qui se disent, je suis noir, je ne suis pas capable. Je suis noir, je ne peux pas postuler quelque part parce que de toute façon, on ne va pas me prendre. Pour lui, il se dit, non, je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. J'ai mes compétences, j'ai étudié, j'ai postulé, on m'a pris pour un poste. Je dois montrer dont je suis capable. Alors, ça, c'est Frantz Fanon. Alors, ce que je recommande aux entreprises surtout ou à tout milieu de travail, c'est d'œuvrer pour des travails inclusifs. Alors, le travail inclusif, c'est quoi? Le travail inclusif, l'inclusion, c'est zéro rejet. Alors, le zéro rejet part justement au niveau de l'embauche, justement d'essayer d'évacuer tous les biais qui peuvent provenir des sources à la fois des préjugés conscients ou inconscients. Alors, ça peut être aussi au niveau structurel. Faites en sorte que la structure de votre entreprise ne soit pas un frein pour l'attrait et l'embauche des personnes des communautés noires, quel que soit leur parcours, quel que soit leur diplôme. Essayez de voir ce que les personnes peuvent apporter, essayez d'évaluer individuellement les personnes et non pas de le voir de manière groupale. Alors, il y a aussi des activités de socialisation. Ça aussi, c'est très important parce que si vous voulez intégrer les gens, je préfère plus le mot inclusion qu'intégrer parce que l'inclusion montre qu'il y a une volonté des deux parties de pouvoir créer une société de mieux vivre ensemble. Alors, trouver toujours des moments de socialisation. Ça, c'est très important, même au sein des entreprises. Alors, comme piste d'action, il y a la formation de sélectionneurs, en fait. Les sélectionneurs, c'est au niveau des ressources humaines, des personnes qui s'occupent des embauches. Alors, il y a mettre en place des critères de sélection pertinents, une méthode de sélection, exemple de biais culturels, la reconnaissance des acquis. Par exemple, l'expérience qu'on a eue à l'étranger, non pas seulement s'accrocher au diplôme, des activités de jumelage interculturel et de sensibilisation. Ça peut se faire au niveau des entreprises aussi. Ça se fait très, très bien, surtout au niveau des SANA, ça je le reconnais. Et puis, il y a le programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi. Ça, c'est un programme au niveau du Québec qui peut justement aider à mieux accueillir et intégrer des personnes issues des minorités visibles. Donc, voilà, je pourrais dire que l'ouverture de nos organisations à la diversité ethnoculturelle doit s'accompagner d'une ouverture mutuelle. C'est justement le fait de se créer des frontières et laisser les fausses perceptions nous guider, que les stéréotypes, les biais ainsi que les comportements racistes se développent dans nos sociétés. Donc, je mets plus l'accent sur l'ouverture. Comme je vous l'ai dit, le racisme, ce n'est pas seulement une question de couleur de peau. Le racisme, c'est aussi se créer des barrières. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau interracial, ça peut être au niveau de la même race. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que parfois je suis blanc, mais j'ai l'impression que de vivre le raciste contre les personnes de couleur blanche, ça existe. Donc c'est une question plus culturelle que raciale. Donc voilà l'exposé d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça a été un peu speed, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Il nous reste juste une petite minute. Moi, je trouve ça parfait. C'est super intéressant. Ce qui m'amène toujours à réfléchir que nous, on est sensibilisés, nous, on est ouverts, mais c'est les autres, des fois, qui ne le sont pas.
Fait que les amener tranquillement à les sensibiliser, à ouvrir leur esprit, à qu'ils soient plus empathiques et c'est ça. Le travail reste à faire encore. C'est ça, le travail reste à faire, c'est un travail d'éducation et puis un travail de tous les jours. On ne peut pas se dire que tout va se faire en un seul jour, mais je pense qu'on est sur la bonne voie Il y a d'éducation. beaucoup d'améliorations, exemple de v'là Oui, 10 ans et v'là 10 ans encore, donc c'est ça, c'est positif. oui. Autre commentaire? J'ai bien aimé l'aspect, justement historique peut-être qu'on néglige, qu'on connaît pas nécessairement justement l'historique du peuple, de la personne qu'on accueille. Donc, tu sais, des fois, on prend les personnes pour ce qu'ils sont présentement aujourd'hui, sans connaître l'histoire de leur peuple ou même leur histoire passée. Ça peut avoir du bon, dans le sens qu'on construit quelque chose de nouveau avec cette personne-là, avec qui elle est aujourd'hui. Sauf que ça laisse aussi une zone qu'on ne peut pas nécessairement bien comprendre parce qu'on ne connaît pas le passé de son peuple ou de son vécu. C'est ça. Et ça, c'est avec tous les peuples, parce qu'aujourd'hui, quand on veut accueillir et intégrer des personnes, on ne va pas le faire de la même manière que lorsque c'est des infirmières qui viennent de France, des infirmières qui viennent du Cameroun, aujourd'hui de la Palestine, d'Afghanistan. Ça va pas être le même, les mêmes outils, ça va pas être la même manière de faire les choses. Donc, tenir compte du passé, du parcours migratoire, ça aide à connaître justement les personnes avec qui on est appelé à travailler ou à vivre au quotidien. C'est vraiment très important. Donc voilà, il est Merci déjà Yvon. midi, de rien, on a faim et puis je crois que la journée est encore très longue, mais on a une activité le 27 mars, un nouveau webinaire sur le racisme. Je crois que c'est très important. On parle beaucoup de racisme. J'aimerais, dans ce webinaire, montrer les différentes formes et manifestations du racisme. Vous allez voir que c'est un concept qui a beaucoup évolué. Et le racisme, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la question de couleur de peau. C'est beaucoup de choses à la fois. Donc voilà, merci d'avoir répondu présente à ce webinaire. Et je vous souhaite un bel après-midi. À la prochaine. Merci Yvon, bonne journée. OK, bye. Bonne Merci, journée à à tous. bientôt. Bonne Bye. journée. Bye bye.